Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 15 août à la 1 de ce 20h. Demain dimanche 10 août seront organisées à la grande mosquée de la Riviera Golf les cérémonies des 40e jours de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier. En prélude à l'événement, s'est tenue une cérémonie de prière en sa mémoire. Les premiers ministres ivoiriens et maliens y ont pris part. Ce 15 août est une journée importante pour la communauté chrétienne catholique. Les fidèles célèbrent la fête de l'Assomption qui marque l'élévation de Marie au ciel, célébration dans un contexte particulier dominé par le coronavirus. En Côte d'Ivoire, les fidèles ont prié pour la nation dans le respect des gestes barrières. Et la Côte d'Ivoire qui reste mobilisée au plan sanitaire contre le coronavirus. Le pays accentue la sensibilisation. Le virus continue de sévir. Les chiffres de ce samedi ont été dévoilés. On dénombre 63 cas confirmés sur 870 échantillons prélevés, 38 nouvelles guérisons, 0 décès. Le fils de l'ex-président angolais Dos Santos a été condamné à 5 ans de prison. Il était jugé par un tribunal de Luanda pour détournement de fonds quand il était à la tête du Fonds souverain angolais entre 2013 et 2018. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Si près, si loin est un roman écrit par le préfet hors grade, Clément Kwame Bikalou. Il est actuellement préfet du département de Kouto dans la région de la Bagoué. Notre invité de la page culture a plusieurs cordes à son arc, administrateur civil, environnementaliste et écrivain. Si près, si loin, son premier roman traite de passion amoureuse. Il pointe du doigt les violences basées sur le genre et nous invite en somme à un voyage à travers le comportement humain pour en tirer des leçons de vie. On parle donc littérature ce soir, vous l'avez deviné. Bonsoir, M. Clément Kwame Bikalou. Bonsoir, madame. Alors, l'usage de l'oxymore en page de couverture attire tout de suite l'attention des lecteurs. Si près, si loin. Dites-nous, qui est si près et si loin à la fois et pour quelles raisons? C'est pour dire simplement que la proximité physique n'est pas une garantie de bonne connexion sentimentale, encore que dans l'œuvre que j'ai écrite là, les deux personnages s'aiment d'un amour sincère, mais ils sont séparés par la société et les préjugés. D'accord. Alors, si près, si loin, vous nous en direz davantage dans la page culture. On se retrouve dans une trentaine de minutes pour ce voyage au cœur du comportement de l'homme, un voyage auquel vous nous conviez. On va se retrouver tout à l'heure. Monsieur Kwame Bikalou. Demain dimanche 16 août seront organisées les cérémonies du 40e jour de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le Mali qui est solidaire dans ce deuil, solidaire de la Côte d'Ivoire dans ce deuil. Vous allez le voir, le premier ministre malien Boubou Cissé, accompagné de la première dame du Mali, Keïta Aminata Maïga, sont arrivés aujourd'hui même à Abidjan pour prendre part à ces obsèques marquant les 40e jours du décès de l'ex-premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. On en sait plus avec Cheikh Koné. C'est à 13h40 ce samedi 15 août que l'avion présidentiel de la République du Mali s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. À son bord, le premier ministre malien Boubou Cissé et la première dame Keïta Aminata Maïga. Ils sont accueillis à leur descente d'avion par le premier ministre Ahmed Bakayoko. Après les échanges de civilité, l'hôte du jour a expliqué les raisons de sa présence en terre ivoirienne. Demande du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pour participer aux cérémonies de sacrifice du 40e jour de notre regretté frère et mon homologue, Amadou Gon Coulibaly. Quand son décès est intervenu, c'était un moment particulièrement difficile pour la République du Mali. Nous sommes passés par des turbulences que vous connaissez et nous n'avons pas pu être présents aux cérémonies officielles et aux hommages qui lui avaient été rendus. Nous avons été de cœur et d'esprit avec tous ceux qui ont été ici il y a 40 jours, mais nous avons pensé qu'il était important que nous puissions venir ici aujourd'hui participer à ce sacrifice du 40e jour pour participer aux prières et faire des prières en son endroit afin que son corps et son âme reposent en paix. Décédé le 8 juillet et inhumé le 17 juillet, Amadou Gon Coulibaly repose à jamais à Korogo, sa ville d'origine.
Le Mali qui est donc solidaire de notre pays. Justement, je le disais tantôt, demain dimanche 16 août seront organisées à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody les cérémonies du 40e jour de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier. En prélude à l'événement, s'est tenue une cérémonie de prière en sa mémoire. Les premiers ministres ivoiriens et maliens, Ahmed Bakayoko et Boubou Cissé, y ont pris part. Konepa Gassoro. Commune de Cocody, résidence de la mère de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, rappelé à Dieu le mercredi 8 juillet dernier. Imam, guide religieux, prédicateur, fidèles musulmans, famille biologique et politique de l'ex-chef du gouvernement, réunis pour lui rendre hommage. Nous sommes à la veille de la cérémonie des sacrifices des 40e jours du décès de El Hadj Amadou Gon Coulibaly. Lecture du Saint-Coran, louange, invocation et prêche au centre de cette cérémonie de prière et de bénédiction. Quand l'homme meurt, son cheminement spirituel ne s'arrête pas. C'est vrai, ce qu'il a fait avant sa mort peut être gardé pour lui, mais on peut l'aider pendant qu'il est dans sa tombe. Donc nous avons donné maintenant le hadith du prophète qui dit que quand quelqu'un meurt et qu'il laisse un enfant vertueux, et cet enfant-là peut faire des prières, il peut même poser des actes qui lui peuvent être bénéfiques. Cette cérémonie d'hommage a vu la participation du président du COSIM, du Haut Conseil islamique et du chef du gouvernement du Mali, du Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. Nous sommes venus ajouter nos prières à celles de la famille pour implorer le Tout-Puissant afin que notre illustre disparu, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, repose en paix. Nous avons fait également des prières pour que Dieu donne la force à sa famille de surmonter cette épreuve difficile. Et nous sommes très heureux de recevoir notre frère du Mali qui a travaillé pendant de longues années avec le Premier ministre Amadou Gon, et nous saluons leur présence, une marque de solidarité qui nous touche particulièrement. Nous sommes venus au nom du président de la République du Mali, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, venir rajouter nos prières à celles qui ont déjà été faites par l'ensemble du peuple ivoirien, afin que Allah subhanahu wa ta'ala puisse accueillir notre regretté Amadou Gon Coulibaly parmi les bienveillants, à côté de lui. Les hommes de Dieu, profitant de l'occasion, ont prié pour la paix, la stabilité et pour une élection apaisée le 31 octobre prochain. Voilà, la Côte d'Ivoire qui organise cette cérémonie en la mémoire de son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier, se remet difficilement mais progressivement de son deuil. Les prières pour la paix se multiplient dans les différentes localités. C'est le cas dans la ville historique de Kong. Les populations ont invoqué Dieu pour la cohésion et pour l'un de ses fils, l'un des fils de la région. Il s'agit du président Alassane Ouattara. Reportage Kadé Sogodogo. Mosquée historique de Kong, lecture coranique, chapelet égrené, l'imama et les fils de la localité sont en prière pour la Côte d'Ivoire. Cohésion sociale et paix, des ingrédients nécessaires pour le développement du pays. Des prières élevées à l'endroit d'un des leurs, le président de la République Alassane Ouattara, pour qu'il ait la force de conduire le navire ivoire à bon port. Nous avons prié pour son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, illustre et digne fils de Kong, qui, par ses réalisations, par ses œuvres, incarne, symbolise, plus que tout autre, le véritable amour pour la Côte d'Ivoire, le véritable amour pour les Ivoiriens. Nous avons prié pour que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux soit son bouclier et sa boussole dans l'œuvre de construction immense qu'il devra continuer pour le bonheur des populations ivoiriennes et pour la construction d'une nation forte, prospère et solidaire. Des prières depuis Kong pour le repos de l'âme de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, 40 jours après son décès, et pour l'actuel premier ministre Ahmed Bakayoko. Pour le repos de l'âme de notre très cher regretté, Feu Excellence Amadou Gon Coulibaly, qui nous a quittés. Nous avons également prié
pour le Premier ministre, pour que le Seigneur Tout-Puissant le guide et le glorifie dans sa nouvelle mission. Nous avons aussi prié pour notre frère, le ministre Téné Brahima Ouattara, président de la région du Tchologo, acteur majeur par excellence du développement et de la cohésion sociale dans le Tchologo. Une action de l'imama de Kong à laquelle s'associe le clergé catholique. Que cet apaisement gagne le cœur de tous les filles et fils de ce pays pour que véritablement le processus électoral que nous abordons puisse se passer selon la volonté de Dieu. Après les prières, vent et pluie sur Kong et une bonne partie des localités environnantes. Les populations ont traduit cela comme l'acceptation des prières par Dieu. Et on a aussi prié pour la paix en ce jour de la fête de l'Assomption. Les chrétiens catholiques célèbrent aujourd'hui, samedi 15 août, l'élévation de Marie. L'événement, vous allez le voir, a été commémoré dans toutes les paroisses, notamment au Bon Pasteur de la Riviera 3 et à Saint-Luc, des 220 logements. Les fidèles catholiques ont prié et chanté à la gloire de Dieu, nous rapporte Grâce Canto. Les portes du paradis s'ouvrent pour Marie en cette fête de l'Assomption. Au thème de sa vie terrestre, l'Immaculée Mère de Dieu a été élevée dans la gloire du ciel. L'événement est commémoré dans toutes les paroisses, comme ici, à Saint-Luc des 220 logements, dans la commune d'Adjamé. Jésus, au thème de sa vie, lorsqu'il était sur la croix, a dit au dernier disciple qui était Jean, « Voici ta mère ». Et pour tous ceux qui sont restés fidèles à Jésus, ça veut dire les chrétiens, Maman Marie est leur maman. Et aujourd'hui, comme elle est auprès du Père, elle est celle qui intercède pour nous. Elle est celle qui prie pour nous. Elle est celle qui nous accompagne dans notre effort de ressembler à Jésus. Marie monte avec tout ce que nous avons comme souffrance. Nous avons comme mésentente. Et c'est l'occasion pour nous, chrétiens, de dire que le Christ n'est pas divisé. Et nous devons rester un pour faire un avec l'Église, pour faire un avec nos frères et sœurs. Parler de ma mère, la Vierge Marie. Mais qu'est-ce que je peux dire de cette belle femme, de cette douce mère qui veille sur tous ses enfants, mauvais ou bons? Elle les prend sous son manteau et elle intercède puissamment pour nous. C'est la plus belle, la reine. Oh maman, je vais te dire merci en ce jour béni. Ambiance similaire à la paroisse à Bon Pasteur de la Riviera 3 dans la commune de Cocody. Sa montée au ciel représente l'espoir du monde entier, non seulement pour les chrétiens catholiques, mais pour le monde entier. L'espoir que le Seigneur nous accorde sa rédemption et que nous aussi, par Marie, nous pourrons un jour monter auprès du Seigneur. Nous sommes dans la joie parce que c'est la même, de même condition humaine que nous, a su rentrer dans le projet de Dieu, a su dire oui au Seigneur. Et c'est par elle que nous avons reçu le Rédempteur, nous avons reçu le Sauveur Jésus-Christ. C'est par elle que notre Seigneur a pris chair. C'est par elle que notre Seigneur est venu dans le monde pour sauver les gens humains. Le dogme marial a été proclamé le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII. Et coronavirus oblige, la fête de l'Assomption est célébrée dans le respect des gestes barrières. Pas de déplacement cette année à Lourdes pour les pèlerins, mais cela n'enlève rien en l'ardeur des fidèles, notamment ceux de l'association Notre-Dame de Salut qui se sont retrouvés ce 15 août, jour de l'Assomption, au petit séminaire de Bingerville pour invoquer et implorer Dieu. Godefroy Okambawa. À l'association Notre-Dame de Salut, c'est une tradition de fêter dans la joie et la ferveur l'Assomption de la Vierge Marie. Dans les retraites au petit séminaire de Bingerville, les pèlerins ont vécu les étapes essentielles d'une expérience spirituelle, comme dans les sanctuaires de Lourdes. Point n'était besoin d'être physiquement présent ce 15 août en ce haut lieu marial pour méditer l'homélie suscitée par l'évangile tiré du livre de Luc. Son éminence, le cardinal Pietro Parolin, bras droit du pape François, présidait la célébration. Aujourd'hui, fête de l'Immaculée Conception, les chrétiens sont appelés à se tourner vers Marie avec une confiance intense. Marie donnée comme signe de consolation et d'espérance.
c'est la plus belle des fêtes. La fête de la Vierge Marie. C'est la fête d'une mère, les enfants qui honorent leur mère. Je sais que dans le calendrier, il y a un moment où les enfants célèbrent leur maman, la fête des mères. Mais la Vierge Marie, c'est la mère des mères. En ce sens que l'Église nous dit que c'est la mère de Dieu. Je suis l'Immaculée Conception. Le thème du 147e pèlerinage à Lourdes rappelle les mots que Bernadette a entendus à la grotte de Massabielle, de la bouche de cette belle dame qui se révélera être Marie. Entre engagement chrétien et désir de servir, l'association Notre-Dame de Salut a eu une pensée pour les malades. Les pèlerins membres ont remercié la Vierge Marie pour ses prières profondes en faveur de tous ceux qui souffrent, affligés, handicapés, personnes en détresse et malades. Des hommes et des femmes de ces conditions ont été visités à l'imitation du Christ. Et comme réponse à Marie, Marie conçue sans péché appelle et inspire le chrétien à ouvrir son cœur à toute détresse. De là-haut, elle intercède pour ses enfants parce qu'elle est la mère de l'humanité. Et c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de prier pour nos proches, de prier pour nous-mêmes, de prier surtout pour notre très chère patrie, la Côte d'Ivoire, qui a plus que besoin d'elle. Malades, handicapés, personnes valides, tous témoignent de leur foi et de leur espérance, comme le veut le Seigneur. L'espérance de partager le royaume de Dieu dans une vie de grâce, une vie d'amour. La Côte d'Ivoire prie et reste mobilisée contre le coronavirus. Le pays accentue la sensibilisation pour stopper la pandémie. Voilà, on reste mobilisé pour venir à bout du coronavirus, une pandémie qui sévit et menace toujours notre santé. Les chiffres de ce samedi 15 août révèlent 63 cas confirmés sur 870 échantillons prélevés, 38 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire, notre pays, compte à ce jour 3126 cas actifs. Pour préserver notre santé et celle des autres, on ne relâche pas dans le respect des gestes barrières. Et toujours au plan sanitaire, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele, vient de lancer à Sakassou la campagne de pulvérisation intra-domiciliaire de lutte contre le paludisme. Le pays s'est fixé un objectif, l'éradication du paludisme d'ici à 2030. Le compte à rebours a donc commencé, comme nous le dit Kader Sokodogo. En 2019, le paludisme a tué en Côte d'Ivoire 1641 personnes. Le nombre de malades était de 4 777 000. Le pays, aujourd'hui, s'est engagé à éradiquer cette maladie endémique d'ici 2030. Sakassou, dans la région de Gbeke, et Nassian, dans la région du Bunkani, classés zone rouge, bénéficient d'une campagne de pulvérisation intradomiciliaire. Dr Eugène Aka Awele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a choisi justement Sakassou pour le lancement de l'activité. Il se trouve que le paludisme reste le premier problème de santé publique en Afrique. Et dans notre pays, une des principales causes de mortalité reste le paludisme. Il représente un tiers des motifs de consultation dans nos formations sanitaires. Pour faire face à cette situation, le gouvernement ivoirien, en plus de la subvention du Fonds mondial, mobilise depuis 2018 auprès du gouvernement américain environ 13 milliards de francs CFA pour renforcer les interventions et maintenir la gratuité des soins. La Côte d'Ivoire a donc décidé, comme d'autres pays, d'éliminer le paludisme. Depuis 2018, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui du peuple américain à travers le financement PMI, un montant annuel de 12 milliards de francs CFA pour l'accompagner dans sa volonté de tuer le paludisme. La pulvérisation intradomiciliaire consiste à appliquer un produit insecticide dans divers endroits d'une maison pouvant abriter des moustiques.
Et les choses bougent aussi dans d'autres secteurs ici dans notre pays. Ces dernières années, l'État ivoirien a engagé plusieurs réformes visant à améliorer la gouvernance des sociétés d'État et des entreprises à participation financière publique. L'enjeu est de maintenir et d'accroître leur performance financière. 282 administrateurs ont été formés et comme on le voit, le renforcement des capacités des administrateurs des entreprises publiques est ainsi en marche. Mama Traoré pour les détails. Après 9 mois de formation, ces administrateurs de sociétés publiques reçoivent leur certification des mains du ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Grâce à un programme de renforcement de capacités piloté par la Direction générale du portefeuille de l'État, ces administrateurs sont désormais mieux outillés pour rendre plus performantes leurs entreprises respectives. On va assurer cette gouvernance avec efficacité et faire en sorte que les entreprises publiques aussi soient des entreprises performantes qui soient capables de procurer à l'État les réponses adéquates à ses besoins de financement des services socio-économiques. Ce qu'on a appris permet de dire que c'est très important le rôle qu'on est amené à jouer. Je parle de tous les administrateurs, de tous les PCA. Nous avons une base plus solide d'intervention dans la gestion de nos sociétés. Et cela n'apportera que du bien à notre Côte d'Ivoire qui, par le passé, péchait par le manque de performance des sociétés étatiques. 282 auditeurs forment cette première promotion du programme de certification des administrateurs des entreprises publiques. Les 3 modules enseignés sont gouvernance d'entreprise, comité d'audit et environnement de contrôle, enfin stratégie et gouvernance. Ce programme de certification vise à apporter des réponses appropriées à certaines problématiques propres au secteur parapublic, notamment les difficultés liées à la gouvernance des sociétés publiques, à la gestion des risques et à l'évaluation de la performance et à la définition et la mise en place de stratégies de gestion. Dans la mise en œuvre du dispositif de perfectionnement des entreprises publiques, la professionnalisation du mandat d'administrateur me paraît incontournable. Les formations que vous avez suivies constituent une première étape dans notre dynamique de professionnalisation des conseils d'administration. Moussa Sanogo annonce que cette formation va s'étendre aux directeurs généraux des sociétés d'État et des entreprises à participation financière publique. Cette première expérience enregistre un taux de satisfaction de 97%. Pour autant, les auditeurs souhaitent la pérennité du programme avec des modules adaptés à la spécificité des secteurs d'activité. Et c'est un nom à retenir. Teua Kwame Adjoumani, directeur des affaires financières au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, donne l'exemple. Il a été distingué meilleur directeur des affaires financières. Son prix lui a été remis par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Les détails avec Jean-Jacques Kwame. Teua Kwame Adjoumani, du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Fédigué Ouattara, du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, et Ibrahima Doumbia, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sont respectivement premiers, deuxième et troisième du prix Bassirima Sanogo, du meilleur directeur des affaires financières DAF. Pour cette deuxième édition, les 48 DAF des ministères ont été évalués par un comité sur 4 critères: la qualité de l'élaboration du budget, la bonne exécution du budget, la régularité des dépenses et la capacité organisationnelle. Des indicateurs qui font du trio gagnant les meilleurs de leur corporation de l'année 2019. Au-delà de cette reconnaissance et de nos personnes, cette distinction est une invitation à maintenir le cap de la performance dans nos directions. Nous sommes conscients des défis à relever et nous en mesurons les enjeux pour notre pays. Au nom de tous les DAF, vous assurez de notre engagement, de notre disponibilité pour réussir ensemble la réforme budgétaire engagée par notre pays. En instaurant ce prix en 2018, le ministère du Budget et du portefeuille de l'État veut inculquer aux DAF la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. À l'endroit des lauréats de cette deuxième édition, je vous engage à demeurer des DAF modèles, des agents de l'État de référence, afin de toujours mériter la confiance du gouvernement
l'estime et le respect des Ivoiriens en général et en particulier des usagers de nos services publics. C'est pour rendre hommage à l'inspecteur auditeur général et président du secrétariat technique du comité d'évaluation des DAF, Basseri Sanogo, décédé en juin dernier, que le prix du meilleur DAF portera désormais son nom. Et on vise aussi l'excellence du côté de Guibérois. Pour le développement du Grand Guibérois, un conseil est né. C'est une organisation qui réunit les cadres, les autorités coutumières et toutes les populations de Guibérois, Galébré et Dignago. Galébré et Dignago, l'objectif de ce conseil de développement est d'appuyer les mutuelles, nous explique Godfrey Okambawa. Améliorer la qualité de vie des populations, aider les jeunes à se prendre en charge et faciliter la création d'activités génératrices de revenus. Des objectifs que le Conseil du développement du Grand Guibérois s'est assigné au lancement de ces activités. Un conseil qui se veut comme un instrument de développement. Pour atteindre ces objectifs, Colette Pello-Lakpé, désignée à la tête de ce conseil, entend s'appuyer sur les mutuelles de développement. Le développement n'a pas de prix. Quand dans un village, vous mettez de l'eau, s'il y a de l'eau, le cadre qui n'est pas venu, il y a sa famille dedans, lui aussi il va en profiter. Donc moi je leur demande que l'union faisant la force de se mettre ensemble. Donc je demande à tous nos cadres, même ceux qui ne sont pas cadres, les jeunes, les femmes, ceux qui peuvent nous aider. Parce que ceux qui ont dansé tout à l'heure, c'est le développement aussi. Bon, donc qu'ils viennent pour que s'ajouter. Le Conseil du développement du Grand Guibérois est une structure qui regroupe l'ensemble des cadres de la région du Gor. Elle entend apporter sa contribution au développement des 3 sous-préfectures, Guibérois, Galébré et Dignago, qui forment le Grand Guibérois. Voilà, le développement est donc en marche et le calme est revenu du côté de Gagnoa. Après 2 jours de violentes manifestations, la vie donc a repris son cours normal. Une délégation des autorités et cadres de la région, conduite par la secrétaire d'État aux droits de l'homme, était sur le terrain. On en sait plus avec Godfrey Okambawa. Jeudi et vendredi dernier, dans la ville de Gagnoa, les rues étaient jonchées de débris, de barricades et de pneus enflammés. Au quartier Babré, des magasins pillés et incendiés. Les gens marchaient ici pacifiquement. Et il y a eu un groupe de jeunes qui est quitté d'un autre quartier, qui venait les attaquer. Bon, n'ayant pas les moyens pour les affronter, ils ont replié et puis les gens ont commencé à casser. Le rond-point de Babré a commencé à casser. Bon, on était libérés à nous-mêmes puisque, arrivé à un certain moment, les corps habillés même ont replié, ils ne pouvaient plus. Donc ils ont cassé tous les magasins. Dans l'après-midi du vendredi, les premiers signes de la normalité sont visibles avec la circulation des personnes et des biens. Au nom du président de la République, la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Béyou, a rencontré les chefs de communauté, au rang desquels le secrétaire général du COSIM de la région du Gor, l'imam Diaby Saïm. Nous demandons à la jeunesse de Gagnoa tout entière pour qu'elle comprenne que la violence n'arrange rien. Nous sommes dans un pays de paix, alors appliquons la paix. Nous sommes allés échanger avec les guides religieux dans le but de leur dire que nous devons donc préserver la paix. Nous devons faire en sorte de contenir nos enfants pour éviter qu'il y ait des violences. Nous avons donc lancé un appel de non-violence et que nos enfants n'aillent plus dans la rue parce que c'est le dialogue qui est l'âme des forts. La secrétaire d'État a rendu également visite aux blessés en observation au centre hospitalier régional, notamment au chef d'escadron, commandant de la compagnie de gendarmerie de Gagnoa, blessé à la tête et à l'œil par des projectiles durant l'opération du maintien d'ordre. Voilà, les cadres du Grand Ouest aspirent à la paix et au développement. Réunis au sein du réseau des cadres du Grand Ouest, ils affirment leur total soutien au chef de l'État, Alassane Ouattara. Lors d'une conférence de presse tenue récemment, ces cadres ont salué les réalisations du président de la République dans les différentes régions de l'Ouest ivoirien. On en sait plus avec notre reporter Konaté Moussa. Le réseau des cadres du Grand Ouest salue le président Alassane Ouattara pour l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle. Pour ces cadres, le chef de l'État est l'homme de la situation pour la continuité des actions de développement dans le pays. Nous pensons que c'est Alassane Ouattara qu'il faut voter le 31 octobre 2020
C'est pour cela que nous avons créé un instrument, le réseau des cadres du Grand Ouest, pour nous permettre d'aller vers nos populations. Nous lançons donc un appel à tous ceux qui regardent dans la même direction que nous pour la paix dans ce pays, qu'ils viennent ensemble, nous allons auprès de nos populations pour expliquer, parce que ce n'est pas toutes les populations qui peuvent comprendre facilement certaines choses, afin que Alassane Ouattara, au 31 octobre, dès le premier tour, soit élu président de la République de Côte d'Ivoire pour la réconciliation, pour le développement. Le réseau des cadres du Grand Ouest remercie également le président de la République Alassane Ouattara pour toutes les réalisations dans les différentes régions du Grand Ouest. À l'étranger, le fils de l'ex-président angolais Dos Santos a été condamné à 5 ans de prison. Il était jugé par un tribunal de Luanda pour détournement de fonds quand il était à la tête du fonds souverain angolais entre 2013 et 2018. Plusieurs proches de l'ex-chef de l'État, José Eduardo Dos Santos, ont été évincés des postes qu'ils occupaient à la tête d'institutions et d'entreprises publiques. Nous sommes samedi, c'est l'heure de parler de culture dans ce 20h. On parle littérature ce soir avec l'œuvre de l'auteur ivoirien Clément Kwame Bikalou, Si près, si loin. C'est son premier roman. Je vous retrouve avec plaisir, Monsieur Clément Kwame Bikalou. Voilà, je rappelle que vous êtes préfet hors grade, actuellement en fonction dans le département de Kouto, c'est dans la région de la Bagoué. Mais ce soir, vous serez amené à troquer votre casquette de préfet pour celle d'écrivain. Alors dites-nous comment vous appréhendez ce format. Donc, comme vous faites bien de préciser que j'ai 2 casquettes. L'une pour la fonction, l'autre pour la passion. Et je passe allègrement de l'une à l'autre. Et c'est avec grand plaisir que je suis sur votre plateau en arborant la casquette d'écrivain. D'accord, alors bien installé donc. Si près, si loin, votre premier roman, je le disais tantôt, qui raconte l'odyssée entre 2 personnes, des personnages carrément opposés, innommés, pas de date, pas de lieu nommé dans la narration. Pourquoi ? Bon, d'abord, c'est pour garder en éveil la curiosité du lecteur, d'abord. Et puis, surtout, faire jouer l'imagination de chacun, que chaque lecteur puisse se retrouver dans ce que je raconte. Il y a justement le suspense, il faut garder le suspense jusqu'à la fin de l'ouvrage. Exactement. Alors, avec tact et délicatesse, vous nous faites rentrer dans l'intimité de ces personnages pour en tirer des leçons. On va voir le résumé avec Franck Wadio et on en reparle tout de suite après. Si près, si loin. Un roman écrit avec sensibilité par un homme habitué au rigorisme des textes administratifs. L'auteur, en effet, un préfet hors grade, le stylo d'autorité locale troqué avec la plume de chantre des sentiments. C'est un exercice exprimé avec une certaine hardiesse par l'auteur. Dans la préface, le romancier et poète Alain Tailly présente l'œuvre comme un roman plaisant et écrit dans un style incisif et direct. L'auteur permet au lecteur de s'identifier à des personnages qu'il ne prend pas soin d'identifier de façon particulière une bonne partie de l'œuvre. Il n'y a aussi pas de nom de lieu ni de date de référence. Un procédé de style sûrement pour installer cette connexion nécessaire entre le lecteur et l'œuvre lue. Bref, l'histoire est un récit amoureux, mais en toile de fond, elle dénonce et énonce plusieurs problèmes de société. La question des Africains confrontés à l'austérité de la vie en Europe, la culture du sous-développement en Afrique, les femmes face à la violence morale. Kwame Bikalou, l'auteur, dans cette œuvre de 100 pages, a l'œil grand ouvert sur la société. Sa société, et il ne s'en cache pas. Il et elle, ce sont les noms donnés par vos personnages principaux. Alors dites-nous comment notre société juge-t-elle l'idylle entre il et elle? Bon. Le grand écart d'âge entre les deux. Oui, c'est-à-dire que dans notre société, il y a des préjugés. Et mon héroïne principale, si vous avez bien lu, elle est à la convergence de 2 cultures, puisqu'elle est à la fois africaine et européenne. Donc, et puis, c'est le prototype de la femme décomplexée. Partant de là... Libre dans la tête. Libre dans la tête. Donc, partant de là, son jeune amant pensait qu'elle serait le
porte-étendard idéal pour mener plusieurs combats pour quand même l'émancipation des femmes. Mais sa désillusion est grande quand même parce que même elle succombe, succombe au regard de la société, succombe au poids des préjugés. Mais il ne la blâme pas pour autant, parce qu'il s'est dit que, comme tout le monde, elle a le droit d'avoir ses faiblesses, elle a le droit d'avoir ses limites, et surtout de les assumer. Elle était très âgée que son amant. Alors, dites-nous pourquoi elle qui était si émancipée, si indépendante, elle brisait les codes, mais elle n'a pas pu triompher dans le domaine de l'amour. Elle a dû céder, vous l'avez dit, aux préjugés. Oui. Comment on peut l'expliquer? C'est ce que j'ai dit, c'est le poids de la société. Est-ce que c'est la société, surtout la société africaine? Surtout. C'est le poids de la société. Et en plus, elle ne vit pas ici. Elle vit en Occident. Donc, on pourrait considérer qu'elle a l'armure, la carapace pour résister à tout ça. Mais même elle n'a pas pu le faire. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on doit forcément céder au diktat de la société? Je vous pose la question. Moi, je pense qu'il y a l'homme, avec ses faiblesses, avec ses qualités. Et puis, il y a la société, avec ses codes, avec son éthique, avec ses valeurs morales. Moi, je pense que l'homme accompli, c'est celui qui fait le maillage entre ses qualités intrinsèques et les valeurs que recommande la société. La société est notre miroir. Exactement. D'accord. Alors, autour de cette histoire, vous développez d'autres thématiques, telles que la question des réseaux sociaux. Oui. Dites-nous, qu'est-ce que vous décriez dans l'usage d'Internet sous nos cieux? Vous avez remarqué que la trame principale de mon histoire, c'est en fait des prétextes pour aborder d'autres thématiques qui sont actuelles, comme les réseaux sociaux dont vous parlez. Parce que la rencontre entre les deux, c'est sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc, moi, j'en parle parce que je déplore un peu la mauvaise utilisation qu'on a fait. Mais même dans cette histoire que je raconte sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'on retrouve le titre. Bon, d'abord, la mauvaise utilisation, on va en parler. Ici, parce que moi, je considère les réseaux sociaux comme un merveilleux outil communicationnel. Mais l'usage qu'on en fait... Quelle est cette mauvaise utilisation? Mais justement, vous êtes témoin. Même dans notre pays, il y a d'abord ce que vous appelez dans le jargon journalistique les fake news. Il y a le système d'arnaque sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux servent aujourd'hui de moyen de chantage sur des individus. Il ne faut pas utiliser justement Internet de cette manière. Voilà. Maintenant, quand je vous disais que on retrouve le titre si près, si loin, même dans la cellule familiale. C'est-à-dire que quand vous êtes avec votre enfant, vous pouvez être dans la même pièce, mais chacun est dans son... si près, mais si loin. Voilà, chacun est dans son univers. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un portable entre vous, votre proximité physique ne fait pas que vous êtes dans le même univers. Il a son monde, pourtant vous êtes assis ensemble. Donc vous êtes prêts, mais loin, chacun est loin, chacun est dans ses rêves. Dans la cellule familiale, c'est l'occasion de renforcer les liens. Les téléphones ne doivent pas nous séparer. C'est aussi le cas entre les couples. Alors, vous interpellez les lecteurs sur l'éducation des enfants. Mais moi, j'ai été choquée par le comportement de votre personnage principal qui multipliait les partenaires pendant l'adolescence. Alors, comment canaliser nos enfants cette période de leur vie, cette période délicate de leur vie? Oui, vous faites bien de dire délicate, parce que c'est une période où les parents doivent être à l'écoute des enfants. Un père attentionné voit immédiatement le changement dans le comportement de son enfant. Aujourd'hui, nos enfants ont une intelligence beaucoup plus vive que nous, on l'avait à l'époque. Donc, il ne s'agit pas de jouer au père fouettard, il ne s'agit pas de sanctions, mais surtout d'être complice de son enfant et de l'amener, de le guider. C'est vrai qu'il a eu des aventures, mais il a eu à un âge où c'est l'âge des rencontres, mais aussi c'est l'âge des décisions, bonnes ou mauvaises. C'est pour ça que je parlais d'encadrement. Il faut l'encadrer. Et la communication aussi. Et la communication. Vous l'avez évoqué dans votre ouvrage. Exactement. Alors, l'histoire de la petite Mati que vous racontez dans votre roman est aussi troublante. Oui. Elle va se suicider par la faute de ses parents, précisément son père. Comme quoi, le danger peut aussi se trouver au sein de la cellule familiale. Oui, parce que je déplore surtout le mariage précoce des enfants.
et qui reçoivent la pression des parents. Et la petite Mathie, qui était à l'école encore, se trouvait mariée à quelqu'un qui valait largement l'âge de son grand-père, et parce que ce monsieur était fortuné. Et elle va se suicider. Et elle va se suicider. Ça s'est terminé malheureusement tragiquement, et j'ai voulu vraiment stigmatiser ce fait-là. Dernière question, Dr Alain Taï, qui a préfacé votre ouvrage, a été séduit par l'histoire et le niveau de langue que vous employez. Il a par ailleurs relevé que toute œuvre est la partie intérieure de l'auteur. Qu'en dites-vous? Oui, Dr Alain Taï, vous l'avez dit, franchement, je m'honore d'être adoubé par une telle sommité du savoir, quelqu'un qui a une capacité intellectuelle assez proéminente. Il m'a pris en sympathie. Et il a fait quelque chose de remarquable parce qu'il m'a fait sortir du carcan administratif pour me mettre sur la voie littéraire. Parce que l'administration a son lexique, l'administration a ses codes qui ne sont pas forcément les codes littéraires. Mais lui, il a su me faire cette transition. Et ça, je lui en suis reconnaissant. Merci beaucoup, M. Clément Kwame Bikalou. Je vais remercier 2 personnes. Ah, le temps nous persécute. Rapidement. Voilà. D'abord, le ministre Bruno Koné, oui, voilà, qui m'a vraiment soutenu dans cette œuvre-là. Le ministre de la Construction. Cadre de la Bagoué. Voilà. Et j'ai un ami qui me sert des managers, celui qui a organisé la cérémonie de dédicace à Paris. Il s'appelle Péou André. Merci beaucoup, M. Clément Kwame Bikalou. Vous donnez le ton aux autres préfets. On espère qu'ils vont emboîter le pas. La littérature, ça ouvre l'esprit. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau, d'avoir été notre invité de la page culture. Alors, vous l'avez dit, une société avec un visage humain se construira avec l'apport de tous. Ensemble, c'est possible avec ces 3 piliers que je vous donne et que je donne aussi aux téléspectateurs. Il s'agit de l'amour, de la paix et de la solidarité. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Herman Guivet à 23h, demain 13h, Hamza Diaby. Et moi, je vous donne rendez-vous à 20h. Prenez soin de vous.